Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième et dernier épisode du guide ultime d'Age of Wonders 4 consacré aux combats. Les combats, ça c'est vraiment le truc je pense qu'on attend le plus. Puisque Age of Wonders 4, au-delà d'être un 4X qui est plutôt sympathique même quand on fait les combats qu'en auto, reste un jeu principalement dédié au combat. La majorité des principes du jeu sont focalisés dessus, un peu comme dans un Total War. Vous avez une partie gestion d'empire et tout ça qui est assez simpliste, mais après c'est surtout les champs de bataille qui sont le principal divertissement. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie ? C'est simple, tout. Voilà, tout simplement, on va voir tous les types d'unités, qu'est-ce que c'est des pénalités de victimes, comment fonctionnent les points d'action, quelles sont les particularités de chaque type d'unité, bref, nous allons tout voir. Évidemment, je vous conseille de partager la vidéo, de commenter, de liker, on va commencer à dire ça avant le générique, parce que ça me permet de m'aider, tout simplement. Je vous dis merci, à plus, et à tout de suite après le générique. Nous revoici donc sur la map, donc c'est une map un petit peu spéciale, c'est une map qui est là grâce à un mode qui s'appelle le mode Skirmish, que je vous recommande grandement si vous voulez tester à peu près tout, puisque vous choisissez les paramètres, les tomes, vous pouvez recruter n'importe quoi, n'importe comment, histoire de pouvoir faire des tests, c'est excellent, et pour faire à la fois des vidéos et surtout juste des matchs entre potes, c'est génial. Bref. Avant même le début d'un combat, vous avez toujours les règles d'engagement. Et il convient de connaître ces petites règles, surtout si vous jouez en mode, comment on dit, en simultané, voilà, je cherchais le mot. Puisque le simultané va être souvent la loi du fast click, celui qui clique le premier. Alors qu'en tour par tour, vous avez le temps de positionner vos armées. Je parle surtout pour du multijoueur ou contre l'IA. Sachez que chaque armée, on va prendre l'armée d'Alfred là, possède ce que l'on appelle une portée de renfort. Vous pouvez cliquer sur les deux petites épées ici pour voir la portée de renfort en rouge. Ici, là, vous voyez, vous avez une espèce de petite frontière rouge là qui s'est dessinée. Et vous pouvez voir que les drapeaux clignotent. Quand les drapeaux clignotent, ça veut dire que Alfred va pouvoir aider toute armée qui se fait attaquer et qui clignote, qui se trouve dans son rayon. Donc c'est un rayon de 3 cases. Mais, attention, il faut faire très attention, et certains se font avoir comme ça, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Ça ne veut pas dire qu'il va rejoindre l'armée si elle attaque. Je m'explique. Le lieu du champ de bataille se trouve sur la case que vous attaquez. Ça veut dire que si je prends cette armée-là, c'est la superbe armée d'Alfred qui a 6, et que j'attaque ici, vous allez voir que on peut voir que les drapeaux qui clignotent, ce sont toutes les armées qui vont participer au combat. Or, Alfred ne participe pas. Pourquoi ? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Pourquoi Alfred ne participe pas ? Et bien c'est très simple, Alfred, son rayon de renfort, il s'arrête à la case de sa deuxième armée. C'est-à-dire que si cette armée-là attaque Boragus qui se trouve juste ici, et bien en fait, le champ de bataille va se trouver sur la case de Boragus. Or, la case de Boragus n'est pas couverte par le renfort d'Alfred. Si Alfred veut participer à la bataille, il faut qu'il s'avance de 1. Voilà. Et maintenant qu'il s'est avancé de 1, sa portée de renfort intègre le champ de bataille de Boragus. Et donc, vous voyez que tout le monde va participer au combat. Okidoki. Autre chose, du coup, là, il n'est plus à portée de renfort si c'est son armée qui attaque, comme vous pouvez le voir ici. Mais par contre, si Boragus attaque, Boragus aura les deux armées face à lui. Voilà, tout ça. Donc ça, c'est les règles d'engagement. Je pense que c'était important que vous le sachiez. La deuxième règle importante à savoir en engagement, c'est que vous ne pouvez avoir que 3 armées. Si je décide que cette unité et cette unité sortent du champ de bataille, seulement 3 armées pourront aller combattre. Peu importe leur taille, ça ne va pas fusionner les armées pour que toutes les unités puissent rentrer. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver en sous-nombre. L'autre truc qui est important à savoir aussi,
c'est que l'IA va choisir automatiquement les armées les plus puissantes. D'accord? Donc, imaginons que j'ai une armée, voilà, genre comme ça, 1, 2, 3, 3. L'armée la plus puissante, c'est celle d'Alfred, puisque Alfred est dedans et qu'il donne beaucoup de points. Si moi j'étais tactique, avec Boragus, en fait, j'irais chercher l'armée qui est seule. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va prendre l'armée que j'attaque, plus les 2 renforts les plus puissants. Si j'attaque directement le 3, vous voyez que, si j'attaque l'armée juste d'en face, bah, il va me faire le 3-3-2. Et là, le combat, ça va pas être la même. D'accord? Donc le choix de l'armée que vous attaquez peut aussi être tactique. C'est pour ça que quand vous allez attaquer une cité ennemie, envoyez par exemple 3 armées complètes de 6 unités qui ont chacun 2000 de puissance, un truc de fou, tu vois. Et vous vous dites, je vais quand même ramener une 4ème armée en renfort avec des petites unités tier 1 au cas où je perds des gens. Et bien l'IA ou le joueur adverse va pas être bête, il va attaquer l'armée de renfort. Et il va ensuite du coup faire face à l'armée de renfort plus les 2 des 3 armées super puissantes que vous avez fait. Et donc ça va lui faciliter le combat. C'est pour ça que c'est toujours très dangereux en attaque d'emmener des armées de renfort. Ou alors vous devez garder les renforts hors de portée justement du champ de bataille au cas où on vous attaque. Voilà. Donc ça c'était un petit peu pour les règles d'engagement. C'est important à savoir pour pas se tromper dans ce qu'on veut faire. Je pense qu'on va pouvoir maintenant passer au combat lui-même. Voilà ce qui se passe quand nous rentrons en combat. Alors, quand vous entrez en combat, les deux armées se font face. Et chaque armée, en fait, est séparée des autres d'une certaine distance. Les champs de bataille, les déploiements sont toujours divisés en 3. Vous avez le nord, le centre, le sud, hein, gauche, milieu, droite. L'armée principale se trouvera toujours à gauche, la seconde armée au centre, la troisième armée, etc. Alors, en général, c'est comme ça, sauf pour l'attaquant. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez que l'attaquant, donc c'est l'armée principale, c'est l'armée de 6 unités qui a attaqué, donc elle est au centre, et sur le flanc se trouvent les renforts. Sauf pour le défenseur. Pour le défenseur, l'armée qui se retrouve au centre, ici, parce que je rappelle que le flanc droit, il est là, il n'y a pas d'unité. L'armée qui se retrouve au centre, c'est l'unité qui se fait attaquer. Et sur les côtés se trouveront donc les 2 armées de renfort. Voilà. C'est important à savoir puisque si par exemple vous avez une stratégie qui peut être intéressante, par exemple d'avoir beaucoup d'unités de cavaliers, vous voulez qu'ils apparaissent directement sur les flancs, et il aurait fallu que j'attaque avec Alfred, comme ça il se serait retrouvé au centre, et comme ça mon armée de cavaliers se serait retrouvée sur le côté, et on aurait pu faire une stratégie de flancage, voilà, que sais-je. Donc au début du combat, le déploiement se déroule comme ça. Ensuite, ça va être à vous de gérer. Alors, je vais dispatcher l'unité, et comme ça je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je reviens tout de suite. Nous revoici. Alors, nous avons les unités, je les ai dispatchées un petit peu de façon à ce qu'ils soient bien positionné pour que je puisse vous expliquer. Donc dans Age of Wonders, les unités possèdent plusieurs types. Déjà un type de combattant, il en existe 11 au total dans le jeu. Ils sont représentés par l'icône qui se trouve au-dessus de leur tête. Hein, donc vous pouvez voir ici des escarmoucheurs, des unités à bouclier, des unités de soutien, des unités de choc, etc. etc., etc. Et chacun de ces types d'unités, on pourrait appeler ça une classe d'unités hein, finalement, possède des caractéristiques spéciales de base que je vais énumérer plus tard. L'autre truc à savoir, c'est que les unités sont divisées en 2 catégories, les escouades, donc comme on peut voir hein, avec plusieurs unités, et les unités héroïques, on va dire, celles qui sont solo, donc à elles seules, elles représentent une unité. Alors, est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux? Oui. Parce que, en fait, les escouades vont perdre de la puissance en fonction des pertes qu'ils ont sur leur unité. Je m'explique. Une unité héroïque, comme le serpent, par exemple, le serpent il inflige 17, tu vois.
Et ben, le serpent, si je lui tire dessus et que je lui fais perdre des points de vie, il infligera toujours 17, parce que c'est sa puissance à lui seul. Donc tant qu'il n'est pas mort, il infligera toujours les dégâts max. Alors qu'une unité est de type escouade va perdre autant de puissance qu'elle perd d'unité. Voilà, jusque là, je pense que c'est bon. Imaginons, bon là j'en ai pas, mais imaginons que j'ai une troupe avec 10 entités. Hein, donc là ils sont 7. Au lieu d'être 7, ils sont 10. Imaginons qu'ils sont 10. Et ils ont 100 points de vie. Ça voudrait dire en fait que chaque unité, on prend 100, on le divise par 10, ça fait 10 points de vie chacun. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'unité perdrait 10 points de vie, on aurait un mec qui meurt parmi les paysans. Et ils perdraient donc 10% de leur puissance totale, puisqu'un mec est mort. On peut illustrer ça, donc là ils ont 95 PV divisé par 7, je vous laisse faire les calculs, je ne les ai pas faits. Mais grossièrement, si mon unité d'archer, on va jouer les archers, voilà. Si mon unité d'archer s'approche et tire sur les paysans, voilà, et que ensuite je balance un brasier pour leur faire des dégâts, boum, voilà. On a 2 paysans qui sont morts, et vous voyez que leurs dégâts ne sont plus de 13 mais de 9. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'en fait ils ont perdu à peu près, là je dirais 20 ou 25% de leurs hommes, de leur point de vie, donc ils perdent 20 à 25% de leurs entités, et donc ils perdent 20 à 25% de leur puissance. Alors c'est vrai et faux en même temps. Je m'explique, par exemple, on prend ces 3 Gugus là. Eux ils sont 3. Ils ont 160 PV. Bon, imaginons, on va réduire ça à 100 PV parce que c'est plus facile. S'ils avaient que 100 PV, ça veut dire qu'ils auraient 33 PV chacun. Et ça veut dire que tant que vous lui infligez pas minimum 33 PV pour tuer un des 3 berserkers, eh bien ils taperont toujours à pleine puissance. Et oui, si je lui fais, imaginons toujours qu'ils ont 100 PV, hein. Si je lui fais que 30 points de dégâts, ça veut dire que j'ai 2 berserkers à 33 PV, j'en ai un, il lui reste 3 PV, mais il est toujours vivant. Et donc les dégâts seront toujours au maximum. Voilà. Donc vous avez plusieurs techniques pour gérer ça. Donc ça s'appelle la pénalité de victime. Vous avez des traits ratios qui permettent de diminuer la perte de puissance due à la pénalité de victime. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre autant de puissance que le nombre de victimes dans l'unité, vous allez perdre que la moitié ou des trucs comme ça. Vous avez aussi des enchantements d'unité qui permettent de rajouter plein de mecs dans les squads, ce qui permet de faire une descente plus progressive des points d'attaque perdus. Enfin bref, il existe des stratégies qui consistent à jouer beaucoup d'escouades et on va améliorer les pertes dues à la pénalité de victime. Voilà. Donc ça, c'est la base. Vous avez des escouades qui perdent en puissance au fur et à mesure qu'ils s'affaiblissent, et vous avez des unités uniques, comme ça, avec une seule entité par unité, qui, eux, ne perdent pas de puissance tant qu'ils sont pas morts. Voilà. On va passer côté barbare. Les règles de base du jeu sont assez simples. Chaque unité dispose de 3 points d'action, représentés par les 3 petits points là que vous voyez ici. Vous pouvez aussi les voir ici au-dessus de l'unité. Voilà. Vous pouvez placer la souris. Tout est expliqué dans ce jeu de toute façon. Quand vous allez vous déplacer, vous voyez sur la souris, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, vous avez le nombre de points qui va diminuer. La distance qu'une unité peut parcourir est égale à sa vitesse de combat. 4 pour le berserker. Ça veut dire qu'il peut aller à 1, 2, 3, 4 de distance. Tant qu'il reste dans la moitié de son déplacement, donc 1, 2, il ne dépense qu'un seul point d'action. Quand il va jusqu'au bout, au-delà de la moitié de son déplacement, il dépense 2 points d'action. Est-ce que j'ai une unité de cavalerie assez rapide ici? 6, voilà. Elle, 1, 2, 3, j'ai dit 1, 2, 3, vous voyez qu'avec 3, elle a toujours ses 2 points d'action. Mais dès que je passe à 4, hop, il lui restera qu'un seul point d'action. Et là vous allez me dire, d'accord, donc j'imagine que le dernier point d'action, il sert à attaquer. Oui. Mais pas n'importe comment. Chaque unité dispose d'une façon d'attaquer qui lui est propre. Vous avez ici, hein, tout est écrit. Vous avez des actions qui ne consomment qu'un seul point d'action, c'est-à-dire en gros l'unité fait son action et elle arrête son tour. Par exemple, la frappe de charge ici, vous voyez, c'est ça, ce petit point. Donc ça veut dire que le mec il approche, il attaque, fin de son tour. Voilà. Vous avez aussi ce que l'on appelle les actions répétées. Hop là, on va le mettre là. Ce sont des actions qui se déclenchent autant de fois qu'on a de points d'action.
Donc par exemple, ça veut dire que si je m'approche là du serpent, on va le mettre en faible, en vitesse faible, voilà. Hop, ils vont attaquer qu'une seule fois. Parce qu'ils ont utilisé leurs 2 points de déplacement pour aller avancer et leur dernier point pour attaquer. Mais, attendez, je vais leur redonner des points d'action. Mais, si ils commencent leur tour à côté d'un ennemi, à côté d'un ennemi et qu'ils ont leurs 3 points d'action, vous allez voir qu'ils vont attaquer autant de fois qu'ils ont de points d'action. Donc là, 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Vous avez compris le principe. Donc, si je vous montre ce feu follet, il a une attaque répétable. Ça veut dire que s'il tire, il va bouger ici, là. Vous voyez qu'il lui reste 2 points d'action. Et avec ces 2 points d'action, ça veut dire qu'il va attaquer 2 fois. 1, 2. Voilà. C'est aussi simple que ça. Nous avons aussi ce que l'on appelle, si j'arrive à les trouver... Non. Oui, voilà. Les actions on va dire, les actions limitées. C'est celles qui consomment les 3 points d'action. En gros, à partir du moment où vous faites un seul point de déplacement, vous ne pouvez plus vous en servir pour ce tour parce qu'il vous manque un point d'action. Donc, ce sont des trucs qu'il va falloir utiliser en restant sur place. Et ça va vous prendre tout votre tour. Généralement, ça va être des unités, ça va être des sorts de buff, ça va être des capacités assez puissantes. Et donc ça requiert un placement assez minutieux de vos unités. Donc là par exemple ça va être un boost de renforcement de mes unités, etc. A l'inverse, vous avez les actions gratuites qui ne consomment pas votre tour, ça ne consomme pas de points d'action. C'est genre tiens, voilà du moral. Voilà, c'est tout. Il a donné une morale mais il peut continuer à jouer. Jusque là, tout va bien. Ensuite... Vous avez les capacités comme ceci là, avec un petit rond hachuré. Ça nécessite aucun point d'action, mais quand vous allez l'utiliser, l'unité conserve un point d'action. C'est-à-dire que ce sont des capacités que vous pouvez utiliser après vous être déplacé, et ça va quand même vous laisser un point d'action. Voilà. Même si vous avez par contre vos 3 points d'action, ça va vous ramener à un point d'action. Donc le but c'est vraiment d'essayer de se déplacer d'abord pour profiter au maximum de ces points d'action. Et en dernier, vous avez les capacités qui nécessitent 3 points d'action, donc que vous n'ayez pas bougé. Mais par contre, quand vous les utilisez, elles vous ramènent à un point d'action. Généralement, les magiciens ont des TP qui permettent de faire ça. Lui, il l'a pas. Mais je sais que certains magiciens ont des TP qui permettent de faire ça. C'est-à-dire, en gros, ils se téléportent ailleurs. Et grâce à ça, il leur reste un point d'action. Et ça leur permet d'attaquer ou de se mettre en défense, etc. Voilà, donc ça c'est tous les types d'attaques qu'il y a dans le jeu. Après c'est à vous d'essayer de comprendre un petit peu les subtilités de certaines choses. Par exemple, vous comprenez que par exemple ce magicien là, vu qu'il a une attaque qui consomme juste un point d'action, qui reste ici pour frapper, genre ici là, vous dites ah je vais le mettre là et tout, qui reste ici pour frapper, il va pas frapper plus de fois parce qu'il lui reste 2 points d'action. Donc ne pas hésiter à s'approcher pour améliorer les chances de toucher, vous voyez. C'est écrit là, la précision de l'attaque. Elle est écrite là. Vous comprenez bien que du coup c'est mieux de s'approcher au maximum et d'utiliser tous vos points d'action. Voilà. A l'inverse, les guerriers, quand ils vont foncer sur un ennemi, c'est nul. Parce que du coup ils vont utiliser un seul point d'action pour attaquer. Donc c'est plutôt des unités qui vont attendre des charges et qui vont ensuite contre-attaquer. C'est d'ailleurs pour ça que c'est des unités à bouclier. On va voir ça tout de suite après. Bref. Tout le jeu se joue avec ses points d'action. Quand vous avez fini d'utiliser vos points d'action, tous vos points d'action, voilà, j'ai plus de points d'action. Toi non plus, voilà. Donc quand vous avez fini d'utiliser tous les points d'action, vous pouvez voir ici, fin de tour. Et c'est au tour de l'adversaire de jouer. Hop là. Donc, à partir de là, vous avez déjà les bases du gameplay d'Age of Wonders 4. C'est-à-dire en gros que chaque unité possède 3 points d'action, un mode de déplacement, et il peut faire énormément de choses. Vous pouvez déjà rien qu'avec ça jouer au jeu sans trop comprendre ce que vous faites, mais en comprenant comment vous attaquer. Maintenant, on va passer au type d'unité. Nous revoici donc pour la suite où je vais vous parler des différentes caractéristiques et comment se compose un combat. Maintenant que vous savez, entre guillemets,
jouer sans vraiment comprendre ce que vous faites, je vais essayer de vous faire comprendre ce que vous faites. Tout simplement. Donc, chaque unité dispose de différentes caractéristiques. On va prendre le défenseur de base, ce sera peut-être plus simple. Ces caractéristiques, donc, vous pouvez les voir en cliquant sur le portrait qui se trouve en bas. Donc, une unité se compose déjà de 5 grandes caractéristiques. Les points de vie, comme je l'ai déjà expliqué, hein, chaque entité a des points de vie, et le total de points de vie, c'est le total de toutes les entités de l'escouade. Sa défense, qui permet de résister aux attaques physiques, la résistance, qui permet de résister aux attaques magiques, et sa vitesse de combat, qui lui permet de se déplacer. Il y a une 5e stat un peu cachée, hein, mais c'est le moral. Quand je dis caché, il n'est pas vraiment caché, c'est juste qu'il faut le voir, hein, il est à gauche, le moral. Donc il faut bien penser à ne pas l'oublier, parce que le moral joue un rôle très important. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle les résistances d'état. Dans Age of Wonders 4, au-delà des dégâts, on va infliger des malus et des bonus à nos unités. Et pour pouvoir résister aux malus, hein, ce qu'on appelle les effets d'état négatifs, il va falloir avoir de la résistance d'état. Tout simplement, plus vous en avez, plus vous résistez. Par exemple, étourdir. Voilà. Plus vous avez de résistance d'état, plus vous allez résister à l'étourdissement, par exemple. Vous avez ensuite toutes les capacités de l'unité en elle-même. Évidemment, là, c'est une unité qui est boostée par plein de choses, mais je ne sais pas si j'ai la capacité de voir l'encyclopédie. Non, j'ai pas la capacité de voir l'encyclopédie pendant un combat. Mais il y a des unités qui ont quand même vachement moins de compétences. Voilà. Donc vous avez ses capacités d'attaque, son mode défensif, que j'expliquerai un peu plus tard, et tous ses passifs. Voilà, qu'ils soient liés à sa race, qu'ils soient liés à son type d'unité, qu'ils soient liés à des enchantements que vous leur avez mis. Bref, tous les passifs, ils sont regroupés ici. Alors, comment que cela fonctionne? C'est assez simple. Toutes les capacités infligent un certain nombre de dégâts. Donc là, par exemple, la frappe de mêlée inflige 12 points de dégâts. Vous remarquez que c'est une attaque de mêlée donc qui frappe autant de fois que vous avez de points d'action. Donc en fait, c'est 12 à chaque frappe. D'accord? Il y a 100% de précision parce que c'est une attaque de mêlée et que les attaques de mêlée commencent à 100% de précision. Il y a une portée, c'est la flèche ici de 1 puisqu'on ne peut attaquer que une unité qui est au contact. Jusque là, je pense que je ne vous ai pas perdu. Et nous avons ici le taux de critique de base de l'attaque qui est de 10%. Voilà. Donc, ça, c'est les stats de l'attaque. Mais vous avez aussi en bas, ici, mêlée. En fait, vous en avez deux types. Mêlée magie. Si c'est une attaque de mêlée, on considère que c'est une attaque physique. Et donc, ça va proquer sur la défense adverse. Alors que si vous avez, par exemple, lui, il a une attaque de contact aussi. Vous voyez, c'est une attaque de contact. Voilà, il va frapper. Sauf que lui, en bas, il y a écrit que c'est de la magie. Et donc, ça va proquer sur la résistance magique adverse. C'est important à comprendre ça. Ça, c'est depuis la mise à jour Scorpion qui est sortie en début d'année 2026. Maintenant, en fait, peu importe le type de dégâts que vous allez infliger, si l'attaque est mêlée, ça proquera toujours sur la défense, et si l'attaque est magie, ça proquera toujours sur la résistance. Mais c'est pas fini. Quand vous regardez ici la défense, vous voyez qu'en fait, c'est la défense pour tous les types de dégâts. À l'époque, juste que les dégâts physiques ne frappaient que sur la défense. Et en fait, tous les autres types de dégâts, fléau, électrique, feu, gel et compagnie, ça proquait sur la résistance. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, en fait, tous les types de dégâts proc sur la défense à partir du moment où l'attaque elle-même est une attaque de mêlée. Ou une attaque de missile, si c'est un archer. Voilà. Donc ça veut dire que là, je frappe à 12 en mêlée, d'accord? Et mon adversaire ici, lui, si je mets la souris là, il va réduire de 65% les dégâts physiques, parce que c'est des dégâts physiques que j'inflige. Donc, vous pouvez très bien voir, grossièrement, que si j'attaque... Attendez. Si j'attaque avec mon petit bonhomme là,
je vais infliger que 4 points de dégâts. Puisque sur les 12 points de dégâts que je vais infliger, il va en réduire en total 65%, donc plus de la moitié. Voilà. Bon, je pense que jusque-là, je ne vous ai pas perdu. Certaines unités, donc, comme je l'ai dit, par exemple, les petites fées, ici, elles ont la capacité d'infliger des dégâts. C'est pas ces petites fées-là, ce sont celles-ci, je crois. Voilà. Ces petites fées-là, vous voyez qu'elles font des dégâts électriques, de feu et de gel. Mais ça veut dire que la magie utilisée, vu que c'est une attaque magique, proc sur la résistance. Donc, prenons ce serpent tempête, par exemple. Il a 7 de résistance, mais comme vous pouvez le voir, il a des malus. Vous voyez, il résiste très bien à l'électricité, parce qu'il a des bonus à la résistance à l'électricité. Mais il a un malus au gel, donc il va prendre plus de dégâts de gel. Si je regarde sa résistance totale, je peux voir que sur la résistance magique, les dégâts d'électrocution, il va réduire quasiment 70%, mais par contre, il va réduire que 41% des dégâts de gel. Alors que la base est de 52% parce qu'il a 7 points de résistance. Ça veut dire que quand je vais attaquer avec... Hop là. Avec mes petites fées qui se trouvent ici... On va essayer de le toucher, voilà, je m'approche. Je vais faire environ 10 points de dégâts. En théorie, quand vous allez voir les dégâts s'afficher, vous allez voir moins de dégâts électriques et plus de dégâts de gel. Évidemment, comme là on parle de 4 points, ça va passer de 4 à 1 et ça va passer de 4 à 5 par exemple. Mais voilà, vous allez voir la différence. Regardez les dégâts. Voilà. Ah, il ne montre pas. Bon, il montre pas, il met juste, ça fait 5 au total. Mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Il a ajusté en fonction des types de dégâts. Ça veut dire que avoir plein de dégâts différents, ça peut être une stratégie pour tenter de passer même les grandes résistances ou les grandes défenses. Parce que si par exemple votre adversaire est immunisé au gel, mais que dans votre attaque vous infligez gel, feu, foudre, et bien vous savez que feu et foudre vont quand même passer et infliger des dégâts. Voilà. Ça peut être des stratégies. Ou alors vous vous spécialisez en un type d'attaque et vous bourrinez avec ce type d'attaque. Mais dans ce cas-là, si votre adversaire a une résistance à ce type d'attaque-là, eh ben ça va être chaud pour votre cul. Voilà. Mais bref, vous voyez que 2, c'est pas beaucoup, hein, c'est 19 de base. D'ailleurs, Jamy, comment est-ce qu'on compte les bonus? Eh ben c'est simple, Fred. Je suis nul. J'arrive pas à les imiter. C'est tellement pas naturel. Bref. En fait, c'est un bonus dégressif. Quand vous avez 1 point de défense, vous avez 10%. Quand vous avez 2 points de défense, vous avez 9%. Quand vous avez 3 points de défense, vous avez 8%, etc. etc. Et je crois que ça reste bloqué 2 ou 3%. Donc, en gros, là, j'ai 19 parce que j'ai 2 points de défense. Donc, 10 plus 9. Si j'avais 3 points de défense, on rajouterait normalement plus 8. Est-ce que j'ai une unité qui a 3 points de défense? Je ne pense pas que ça existe. Ah si, 3 points de défense, voilà, 27. Etc, 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 etc. Et ça continue comme ça. D'ailleurs, 18, je crois que c'est encore 9. Hein. 18 plus 27, oui, c'est encore 9. Donc ça fait 9, 9. Ils ont dû changer ça lors d'une dernière mise à jour. Avant, ça faisait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et puis ça restait bloqué à 3. Donc là, ça doit être 10, 9, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, je sais pas. Un truc comme ça. Mais toujours est-il que plus vous mettez de défense, moins ce sera efficace. Si on prend par exemple l'unité au bouclier qui se trouve ici, qui a 12 de défense, vous voyez qu'il va jusqu'à 72%. On pourrait s'amuser à compter, hein. 10, plus 9, plus 9, plus 8, plus 7, plus 6, plus 5. Et voir comment on arrive à 72. Mais grossièrement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en gros, passer de 12 à 20 de défense, c'est pas hyper utile. Puisqu'au bout d'un moment, vous allez proquer que 1% supplémentaire. On ne peut jamais atteindre le 100%. Ça n'existe pas. Bref. Voilà comment cela fonctionne. Ça fonctionne exactement de la même façon pour notre ami la résistance. Et grossièrement, ben, je vous ai expliqué le 3/4 du jeu en fait, là, avec ça. Maintenant, on va parler de la moralité, du moral. Pas de la moralité, du moral, pardon.
Le moral dans Age of Wonders, c'est quelque chose qui est très important puisque ça va augmenter soit vos chances de coup critique, soit vos chances de cafouillage. Et oui, tel Donjons et Dragons, quand vous faites 1 sur le D20, vous faites un cafouillage, un échec critique, et quand vous faites 20 sur le D20, vous faites un coup critique. Globalement, le moral va de 20 à moins 20, le moral ici, lui, il est à 0, hein, donc il est neutre. Quand vous avez un moral faible, attendez, et voilà. Quand vous avez un moral faible, vous avez 20% de chance de cafouillage et comment dire, ça augmente après passer 39, hein, quand vous êtes à moins 39, etc., que ça commence à diminuer. Votre unité va augmenter ses chances de cafouillage jusqu'à obtenir la déroute. C'est-à-dire que votre unité va se mettre à fuir le champ de bataille. A l'inverse, quand vous avez un moral excellent, ça va augmenter de 20% les chances de coup critique, plus 20% à chaque fois que vous passez un palier, ce qui vous permet de quand même infliger de gros dégâts. Voilà. Et les coups critiques, c'est écrit, hein, l'attaque inflige plus 50% de dégâts. Voilà. Donc, la gestion du moral, c'est important, puisque là, par exemple, nous pouvons voir que lui... attends. Lui, il a une chance de critique de 0, là, apparemment. Mais si j'utilise ça et que j'augmente son moral parce que c'est un fifou, je sais pas si j'aurai assez de moral. Hein, mince. Moral. Voilà. Il aura pas assez de moral. Dommage. Il faudrait qu'il atteigne plus 20. Donc ça ne suffira pas. Est-ce que j'ai un sort qui donne du moral? Non, j'ai pas de sort qui donne du moral. Par contre, j'ai un sort qui donne... de la chance de coup critique, voilà, fortune. Donc, là, j'ai une chance de coup critique de 30%. Alors, comment on peut voir les bonus et les malus de nos adversaires, puisque ça semble très important? C'est simple, vos bonus, vous pouvez les voir tout à côté, ici, là, du petit panneau. Là, vous voyez que là, tout ça, là, il y a plein de bonus, parce que c'est tout à côté du petit panneau. Et donc, vous pouvez passer la souris dessus. Renforcer, plus 10% de dégâts, ça peut se cumuler 5 fois. Vous pouvez voir qu'à gauche, il y a écrit x3 et en bas, il y a écrit 3. Alors, x3, ça veut dire que j'ai 3 fois le renforcé. Donc là, vu que ça peut se cumuler 5 fois, ça veut dire que j'ai plus 30% de dégâts. Et 3, c'est le nombre de tours. Regardez, je passe un tour. Voilà, je reviens. Hop, c'est de nouveau mon tour. Vous pouvez voir que j'ai toujours le x3, mais il me reste que 2 tours. Tout simplement. Le compteur se réinitialise, tous les effets durent 3 tours par défaut. Il y a des sorts qui permettent de rallonger la durée des bonus, il y a des sorts qui permettent de diminuer la durée des malus. Et inversement. Quand le but c'est de lancer sur l'ennemi. Et vous avez ici par exemple, si je lance de nouveau Vision de la Gloire, ça va réinitialiser. Hop là. Vous voyez, tac tac, ça réinitialise le compteur. Donc à chaque fois que vous donnez un bonus, le compteur est réinitialisé, mais ça ne dépasse jamais les 3 tours. Par contre, vous voyez que maintenant je suis à x5, j'ai plus 50% de dégâts. C'est littéralement mon bonhomme, il tape en critique. Il a toujours ses 30 points, puisqu'il est toujours en x3 en fortune. Et donc là, je vais pouvoir avoir une bonne chance de coup critique en frappant. Tout le jeu repose sur ces bonus-malus. Vraiment plus que les sorts de dégâts. Les sorts de dégâts, c'est sympa, mais ça vous aidera pas à gagner un combat. Les bonus et les malus dans ce jeu sont extrêmement nombreux, je ne pourrais pas tous les citer. Mais grossièrement, vous avez renforcé qui va permettre de gagner des dégâts. A l'inverse, vous avez affaibli qui diminue les dégâts, et affaibli ça peut se cumuler aussi sur l'adversaire. Et à chaque fois que l'adversaire vous lance un affaibli, ça vous enlève un renforcé, c'est ça que ça veut dire contre. Contrer un effet d'état, c'est mettre son inverse. Vous voyez que la fortune, ça rajoute les chances de coup critique. Mais si mon adversaire m'inflige malchance, eh ben ça va m'enlever des fortunes. Il faut qu'il m'inflige 3 malchances pour m'enlever mes 3 fortunes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour me remettre à 0. Etc. etc. Et il y a plein de bonus dans le jeu. Voilà. C'est à force de connaître le jeu, vous allez les connaître. Mais globalement, vous avez renforcé, défense renforcée, résistance renforcée, tous leurs inverses. Après, vous avez brûle, électrifié, etc. qui inflige des dégâts, ou empoisonné qui inflige des dégâts
dans le temps, qui peuvent être contrés par régénération, hein, régénération qui est un malus, un bonus qui redonne des points de vie à la fin de chaque tour. Bref, vous avez plein d'effets dans le jeu. Il va falloir gérer avec ces effets, et c'est justement là où le jeu devient très intéressant, puisque vous allez construire votre build d'armée autour de ces effets, et vous allez pouvoir faire une armée qui inflige des dingueries, littéralement, sur vos adversaires. Voilà. Donc on a vu le moral, on a vu les effets positifs, on a vu les effets négatifs. Est-ce qu'on regarderait pas les passifs? Parce que là, les passifs, on pourrait se dire, alors peut-être pas cette armée-là, on va prendre l'autre armée. Parce que les passifs, on pourrait se dire, bah mince, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi mes bonhommes, ils ont autant d'effets ici? Parce que c'est une unité d'échelon 1. Voilà, et bon, moi je comprends pas, une unité d'échelon 1 très faible, pourquoi ça a autant de bonus, ça devrait pas avoir autant de bonus. Alors, quand vous créez une race, voilà, vous choisissez des traits de race. Jusque là tout va bien. Et parmi ces traits de race, vous avez des traits de combat. Par exemple, tactique défensif, c'est un trait de race. Donc voilà, les humains élus là, comme vous voyez, ils ont ce trait là, qui dit qu'ils ont plus 1 de défense, de résistance et plus 10% d'évasion à côté d'une unité alliée qui a aussi tactique défensive. Le cumul est impossible. Ça veut dire que là, tant que je suis à côté de quelqu'un, j'ai le bonus. À partir du moment, vous voyez, tactique défensive, paf, à partir du moment où je suis plus à côté, je perds le bonus. Et là, je l'ai. Ça vient de ma race. C'est-à-dire que toutes les unités liées à l'armée des humains, qui sont des humains élus, ont tactique défensive. Voilà. Par contre, vous voyez que le serpent là que j'ai là-bas, le serpent c'est pas un humain élu lui. Lui c'est juste une unité que j'ai recrutée comme ça. Bah lui il a pas tactique défensive parce que c'est pas un humain élu. Donc ça c'est ce qu'on appelle les capacités raciales, hein. Donc les traits de race. Vous pouvez aussi avoir des traits liés à votre culture. Notamment, par exemple, là je suis un féodal monarchique et chez les monarques, donc là dans la monarchie, nous avons le dirigeant gagne pour le monarque et les unités gagnent domination d'une monarque. En gros, ici, toutes les unités humains élus de cette faction ont pour le monarque, parce que quand leur monarque, donc le dirigeant se trouve dans le champ de bataille, ils ont des gros bonus entre eux. Et de même, le monarque, c'est lui, et lui, il a domination du monarque, et donc, quand il est chef d'armée, toute son armée déjà coûte rien, mais surtout, toute son armée gagne des bonus, c'est super pratique, et ça, c'est un trait racial. Vous remarquez qu'en face, ils ne l'ont pas, parce qu'en face, c'est Bastion, et Bastion, ils sont forts, coriaces, robustes, donc ils ont que des stats en plus, hein, donc leurs attaques de mêlée frappent plus fort, ils ont plus de défense, ils ont plus de points de vie, c'est tout. Mais ils n'ont pas de capacité passive supplémentaire. Et surtout, bah, eux, ils ont barbares, et les barbares, ils ont la frappe sauvage, qui est une autre capacité, hein, qui leur permet que quand ils font un coup critique, ça fait des dégâts de fléau en plus. Voilà. Donc c'est tout, en fait. Vous avez des traits raciaux, vous avez des traits de culture, et tout ça, ça va se cumuler à votre armée. Et pareil, vous pouvez voir que les petites fées qui ne sont pas des orques, qui font partie de la culture, bah, eux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas le bonus frappe sauvage. Voilà, tout simplement. Bref, il faut regarder tout ça. Quand vous faites un champ de bataille, au début ça va paraître compliqué, mais en vrai de vrai, vous allez vous y habituer. Je ferai une vidéo astuce à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et avec plein de petites astuces de jeu que je pourrais vous montrer. Pour finir, les types d'unités, parce que comme vous voyez au-dessus de leur tête, ils ont des espèces de symboles, et en fait ça représente un peu leur classe d'unité, c'est un peu leur rôle sur le champ de bataille. En quoi ils sont bons? On va faire un tour rapide, maintenant que vous savez jouer. On va commencer par l'escarmoucheur, parce qu'il est tout à gauche. L'escarmoucheur, en fait, son principe, c'est de faire des attaques de débordement. Donc quand une unité attaque dans le dos, hein, vous voyez qu'une unité, elle a 3 hexagones à l'avant, 3 hexagones à l'arrière. Quand vous attaquez à l'arrière d'une unité, vous lui infligez des dégâts supplémentaires. Et ben eux, le principe des escarmoucheurs, c'est d'essayer de faire ça. Pourquoi? Ils ont rapide. Ils ignorent les effets de ralentissement dus au terrain. Donc ils peuvent marcher dans les marais, dans les forêts, dans la neige. Eux, ils s'en foutent, ils courent toujours à pleine vitesse. Et ils ont surtout glissant. Cette unité ne déclenche pas d'attaque opportuniste. Alors je m'explique pour les attaques opportunistes. Pas avec eux du coup, puisqu'ils en déclenchent pas. On va avancer lui.
Voilà. Et on va avancer lui pour vous montrer la différence entre les deux. Voilà. Donc, en fait, vous voyez que lui, quand il se met en défense, il va étendre sa zone de contrôle. Donc, il va avoir une zone de contrôle. Toute la zone de contrôle est montrée ici avec les épées autour. Toute unité qui rentre dans la zone de contrôle ne peut plus s'en échapper. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Mais c'est pas fini. Si une unité tente de sortir de la zone de contrôle, il va se prendre une attaque gratuite. Exemple, si j'avance avec mon unité... Alors, je sais pas si lui, il a glissant. Lui, il a pas glissant, c'est bon. Si j'approche avec mon unité ici, tac, épinglé. Vous voyez, il y a écrit épinglé. Il peut plus bouger. Là, vous voyez, c'est écrit là. Il y a le petit zone de contrôle. Il est dans la zone de contrôle. Si, il peut plus s'en échapper, il est bloqué. Bon, jusque-là, ok. Si je prends lui et que je m'avance, c'est exactement pareil. Épinglé, vous voyez, il peut épingler tout le monde. On va changer. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir que... voilà. Tac, mode défensif. Vous pouvez voir qu'à côté, ici, il y a la petite épée. La petite épée, c'est pour dire qu'elle riposte. Parce que quand une unité attaque, si elle peut disposer d'une riposte pour contre-attaquer. Les unités magiques à distance et les archers, par exemple, ne ripostent pas. Mais toutes les unités de corps à corps ont des ripostes. D'ailleurs, il existe des bonus pour augmenter le nombre de ripostes par tour. Mais normalement, chaque unité a une seule riposte par tour. Si mon archer tente de se barrer, vous voyez que là, il y a une zone rouge. Ça veut dire que ce cavalier va m'attaquer. Bon, bah moi, j'ai pas envie que le cavalier m'attaque. Hein, je pense que vous comprenez pourquoi. Donc, on va utiliser le deuxième type d'unité ici. Les unités de choc, on va juste lui enlever son mode défensif. Hein, voilà. Voilà. Donc maintenant, il n'est plus en mode défensif. Il a perdu ses ripostes, vous voyez qu'il n'a plus la petite épée. Je peux me balader autour de lui, il n'y a plus de zone de contrôle. Ok? Mais là où ça devient intéressant aussi, c'est que par exemple, imaginons que là, vous voyez que la zone de contrôle, elle est tout autour de lui parce qu'en fait, il est en mode défensif. Si j'attaque... Voilà. Il n'a plus de zone défensive, mais je vais faire ceci. Hein, on va faire... Voilà, je passe, j'attaque lui. Donc imaginons que je décide d'attaquer mon adversaire au lieu de me mettre en défense. Pareil pour lui, il va attaquer l'adversaire au lieu de se mettre en défense. Voilà, il reste pas en défense. Maintenant, si je repasse ici, c'est ce que je voulais vous expliquer avec les escarmoucheurs. Vous remarquez que maintenant qu'ils sont pas en défense, puisque le mode défensif permet d'avoir sa zone de contrôle à toutes les cases, et bien par défaut, les unités ne contrôlent que les cases qui se trouvent devant elles. Derrière elles, elles ne contrôlent plus rien. Ça veut dire que comme les deux là, je les ai fait attaquer, regardez, mon cavalier, il n'est pas en zone de contrôle. Il peut se balader et aller où il veut, comme il l'entend. Et il peut même frapper à distance, alors que normalement c'est pas possible parce que les archers, quand ils sont au corps à corps, ne peuvent pas tirer à distance. Il peut même tirer à distance parce qu'il n'est pas dans une zone de contrôle. Donc c'est considéré comme étant une attaque à distance. Ils sont vraiment arrivés dans le dos, ils tirent sur l'adversaire à bout portant. Et en plus, comme je l'ai expliqué, c'est une attaque latérale puisque c'est une attaque de débordement. J'attaque dans son dos, dans les 3 cases qui sont derrière. Alors que si j'avais activé le mode défensif, en plus de gagner de la défense et de la résistance, je serais immunisé contre le débordement. Et ma zone de contrôle serait tout autour de l'adversaire. Et donc, je ne pourrais rien faire. Donc, je vous montre l'exemple. Imaginons que je sois un peu moins bête. Voilà. Et là, je décide de me mettre en défensif. Clac. Donc, juste lui. Hein. Et lui, il continue d'attaquer parce qu'il est un peu bébête. Voilà. Très bien. Maintenant, si je reviens ici, vous pouvez voir que mon éclaireur ne peut plus bouger. Enfin, là, il va se prendre... Enfin, il peut bouger, mais il va se prendre une attaque. Une attaque d'opportunité de la part... de mon guerrier. Donc, je vous montre. Voilà. Il se retourne alors que je suis dans son dos. C'est méchant. Par contre, est-ce que vous avez remarqué quelque chose, là? Regardez bien l'orientation des guerriers. Voilà. Eh bien, en fait, ça ne fonctionne pas.
Sachez-le. Pourquoi? Parce que là, ils sont toujours en mode défensif. En fait, c'est pas parce que je choisis eux que ça y est, ils vont sortir, je vais les attaquer dans le dos. Non. Vous voyez que je n'ai pas de bonus dans le dos. C'est parce qu'en fait, ils sont pas sortis du mode défensif. Ils ont juste fait une attaque d'opportunité. C'est tout. Mais ils sont toujours en mode défense. Donc là, ils sont toujours pas considérés comme étant... sans défense, quoi. Il va falloir que j'attaque une deuxième fois avec quelqu'un qui est capable de briser leur défense, voilà. Et hop, ils retournent, vous voyez, dans leur position initiale. Et là, ils ont plus de défense. Ils sont plus en mode défense, ils ont tout perdu, ils ont plus leur bonus. Voilà. Bref, les escarmoucheurs, parce qu'on en était à ça, hein, j'ai expliqué tout ça, mais... Les escarmoucheurs, c'est ça. L'idée, c'est qu'ils vont éviter les attaques d'opportunité. Attaques opportunistes. Les unités à bouclier, bon bah les unités à bouclier vous les avez vues en action. En fait le principe des unités à bouclier c'est qu'ils ont un bouclier. Voilà. Ce qui leur permet d'avoir 3 de défense contre les attaques qui ne sont pas des débordements. Donc quand on les attaque de face ils ont plus 3 de défense. Mais surtout, ils ont un mode défensif qui permet à toutes les unités alliées à proximité de gagner 3 de défense. Ce n'est pas le cas de toutes les autres. Si je prends le cavalier, lui il gagne juste 2 de défense, 2 de résistance. Il est immunisé contre les débordements et il étend sa zone d'influence. Mais il ne donne pas de défense à ses potes. Et bien le bouclier, lui, oui. Vous voyez que quand j'active le mode bouclier, cac, vous avez une aura autour. Donc là, par exemple, vous voyez que mes déchireuses ont 5 de défense. Et à partir du moment où je rentre ici, voilà, que je les resélectionne, j'ai 8. C'est très fort. Et grossièrement, les unités à bouclier vont servir à ça. À avoir des zones de contrôle partout sur le champ de bataille. Et à essayer de donner des défenses à vos alliés. Donc l'autre truc qui est plutôt drôle, ça va être les unités de choc. Alors on va changer tout de suite. Voilà. Les unités de choc, ce sont des unités qui ont une attaque de charge. En gros, les attaques de charge, c'est ça. C'est une attaque lourde qui augmente de dégâts en fonction du nombre de cases traversées. Donc ça c'est fort, hein. C'est-à-dire que là, 3 cases, hein. Donc 20, 40, 60% de dégâts en plus. Et surtout, ça annule le mode défensif et ça supprime la riposte. Ce qui veut dire que je peux prendre l'unité à bouclier par exemple qui se trouve ici. Et je peux briser sa défense. Je peux briser sa défense. Clonk. Vous voyez que plus de riposte, plus de défense, plus rien. Et mon unité est libre de lui foutre la misère. Voilà. Donc les unités de choc ça sert à ça. Grossièrement. Nous avons ensuite les unités d'éclaireurs. Bon bah eux c'est juste qu'ils ont plus de déplacement et ils ont prévoyance, ce qui leur permet d'avoir un meilleur champ de vision sur la carte globale. Mais ce ne sont pas ce ne sont pas des unités combattantes à l'origine. Elles ne servent pas à se battre. Voilà, bon elle a la course rapide. Mais voilà, elles ne servent pas à se battre. Elles peuvent servir à la limite un petit peu. Nous avons ici les unités d'assistance. Le principe des unités d'assistance, c'est qu'ils ont des capacités généralement qui vont donner des boosts à vos alliés ou des malus à l'ennemi. Hein, généralement, c'est des boosts à les alliés. L'unité d'assistance est très importante dans votre faction puisque c'est elle qui définit un peu le gameplay de votre faction. Et surtout, ils ont un mode défensif équivalent à celui des unités à bouclier, sauf que ça donne de la résistance et de la résistance d'état. Voilà. Donc, mode défensif, protection, tac. D'ailleurs, résistance d'état, je pense pas que ce soit tout le temps. Bon. Je pense pas que ce soit tout le monde qui ait aussi la résistance d'état. Mais toujours est-il que ça vous protège donc contre les attaques magiques. Et donc c'est pareil, quand je le mets en mode défense, hop, vous voyez une petite aura bleue qui donne de la résistance magique. Et là, j'ai 2 de résistance magique. Mais si j'approche mes petits bonhommes ici et que je les resélectionne, ils passent à 6. Voilà. Ce qui est, ma foi, fort agréable. Et donc les unités d'assistance sont là pour rester derrière les lignes, booster vos unités, les soigner, donner de la défense, etc. Enfin, de la résistance magique, pardon. Enfin, bref. Ce sont ces unités-là. Nous avons ensuite les unités d'ast. Alors, les unités à armes d'ast, elles sont très cool parce qu'en fait, leur but, c'est de contrer les unités de choc. Elles ont la première frappe. En fait, comme elles ont une arme d'ast, donc c'est une arme avec une longue lance, hein, une longue allonge, elles ont première frappe, c'est-à-dire qu'elles frappent d'abord. Elles utilisent d'abord leur riposte avant que l'ennemi ne frappe. Et elles résistent à la charge, donc elles enlèvent le bonus de charge des unités de choc. Vous voyez, les chocs, elles augmentent de 20% à chaque fois qu'elles traversent une case, jusqu'à 3 cases. Et ben lui il dit non. Lui il dit non, je m'en fous. De plus, les unités d'armes d'ast
ont un bonus de dégâts contre tout ce qui est unité de cavalerie et grande cible. Hein. Donc les grandes cibles, c'est généralement les unités qui sont solo. Hein. De souvenir, je crois que le serpent tout seul, c'est une grande cible. Je dis pas de bêtises. Et je crois que je viens de dire une bêtise, ce n'est pas une grande cible, il est encore trop petit lui. Bon, alors les grandes cibles, c'est vraiment des très très grandes cibles. Hein. Mais voilà, la cavalerie, c'est une grande cible par exemple. Elle est où la cavalerie? Elle est là. La cavalerie, c'est une grande cible. Elle. Cavalerie, voilà. Bref. Le petit piqué, il va avoir des bonus contre ça, donc on peut vous montrer, je peux vous montrer, hein, voilà, je les mets en défense. Alors leur défense n'a rien de spécifique, hein, c'est juste le mode défensif de base. Et voilà. Si je prends mes superbes guerriers, donc ça ce sont des unités de choc, hein, rappelez-vous, elle est censée briser, regarde, si je prends les archers, j'annule son mode défensif et en plus je lui enlève sa riposte s'il en avait une, hein, ouais, comme c'est écrit là. Mais pas eux. Eux, vous voyez que d'abord, il y a écrit charge bloquée. Donc ils vont bloquer mon bonus de dégâts. Et en plus, il y a écrit première frappe riposte. Ils vont attaquer en premier. Je vous montre. Bon, oui, l'attaque d'opportunité. Voilà, je vous montre. Hop. Et bah, il frappe d'abord. Et ensuite, l'adversaire frappe. Donc comme vous pouvez le voir, les armes d'as, ça contre toutes les unités de choc. C'est vraiment leur counter primaire. C'est très très chouette d'avoir ce genre d'unité sur le champ de bataille. Ensuite, nous avons les archers. Le principe des archers, c'est qu'eux, ils font des dégâts de missiles, donc des dégâts physiques, voilà. Même s'ils infligent du feu, s'ils infligent du gel, c'est des dégâts qui proquent sur la défense. A l'inverse, nous avons les mages de combat, représentés par la petite flamme ici. Les mages de combat, eux, c'est l'inverse. Ils font des dégâts magiques, ce sont des archers magiques, voilà. Et ensuite, nous avons ici, les mages de combat. Alors, les combattants magiques. Le principe d'un combattant magique, c'est qu'en fait, c'est une unité de corps à corps qui n'a pas de bouclier, qui n'a pas de défense spécifique, qui n'est pas une arme d'astre. Elle n'a aucune spécificité, hormis le fait qu'elle frappe en magique. C'est tout. Voilà, vous voyez que elle, c'est une frappe magique, c'est une frappe de corps à corps, mais voilà, ça proc sur la résistance adverse et pas sur sa défense. C'est pareil pour les petits chiens ici, voilà. Ça va proquer, donc ça va proquer sur la magie. Voilà, alors que c'est une unité de corps à corps. Bon. Voili voilou. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Oui, la dernière unité, c'est les combattants tout court. Ils ont 2 épées croisées, là j'en ai pas mais ils ont 2 épées croisées. Voilà, bah, eux ils proquent sur la défense. Pour finir, vous avez la petite couronne ici. La petite couronne comme ça veut dire que c'est le chef de faction. Vous avez une couronne un peu moins stylisée pour les héros, puisque eux ils ont un casque, les héros classiques. Mais sinon le chef de la faction a cette couronne d'épines là. Et bah le chef de faction, bah, c'est un chef de faction, donc il a les pouvoirs que vous lui mettez, tout simplement. Voilà. Donc, avant de partir, je vais vous donner une petite astuce. Ce qu'on va faire, c'est avant le combat. Hop, je vais vous montrer quelques petites astuces de départ, histoire que vous ne soyez pas perdus. On va recruter, du coup, 2 miliciens. On va recruter un défenseur, un porte-drapeau et une archère. Voilà. Ici, tac. Rappelez-vous les règles d'engagement, voilà. Combat manuel. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Alors, mon armée, elle est censée être sur le côté. Oui, c'est l'armée en face. Du coup, comme vous l'avez compris au début de la vidéo, l'armée se trouve sur le côté, là-bas. Donc, une formation qui peut être très intéressante dans ce jeu, c'est de mettre les armes d'ast devant, pas collées, comme ça. Pourquoi comme ça séparé de 1? Parce que déjà s'il y a un sort de zone, eh ben, ils vont pas se le prendre. Et de 2, vous voyez que la zone de contrôle du coup elle est plus étendue. Donc l'ennemi ne pourra de toute façon pas passer derrière. Comme nos petits bonhommes, ils sont pas très résistants à la magie, on pourrait choisir soit de mettre le bouclier, soit de mettre le porte-drapeau. Donc l'unité d'assistance, je vais décider de mettre l'unité d'assistance. Alors comme ils ont tactique défensive, ils ont déjà tactique défensive, ça veut dire que bah, ils ont 8-6. Mais en plus, paf, je leur mets la protection, rappelez-vous. Et donc là, ils passent à 8-9.
Ok. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est mettre le guerrier devant là. Mais si je fais ça, ça fait une boule d'unité. Alors les boules d'unité, ça peut être très fort. Par là, si j'avais mis ça ici, il aurait encore plus 3 de défense. Mais dans ce cas-là, l'ennemi aurait plus de tentation à attaquer mon unité de défenseur. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut parce que bah, le défenseur, il est là pour proquer de la défense. Il peut être intéressant de mettre les défenseurs devant et de faire une ligne de défenseurs. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Si vous faites une ligne de défenseur, vous pouvez faire comme ça et mettre l'autre défenseur ici et faire pareil que pour les piquiers, c'est-à-dire une ligne de défense de défenseur. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez les coller si vous avez des bonus quand ils sont collés, comme avec la tactique défensive. Bref, il y a plein de façons, mais globalement, moi la stratégie que je vous recommande, ça va plutôt être une formation de ce style-là. Mince. Voilà. Et l'archer, vous le mettez derrière, quelque part par là. Voilà. Donc l'adversaire, soit il contourne fortement pour aller chercher vos archers, parce que s'il passe à côté des piquiers, il va être épinglé, il va pas pouvoir bouger. Pareil à droite. À droite, en plus, ici, lui, il a tous les bonus du monde. Alors, 12-9. Bon, lui, non. Mais lui, grâce au guerrier à côté, il a 12-9. Donc, déjà, votre milicien, il va résister à 72% des dégâts physiques. Voilà, il va tenir. Il va tenir. Et vous avez votre petit donneur de bonus, là. Qui se trouve en arrière-ligne et qui va au tour suivant commencer à donner des bonus de, voilà, de morale, des soins, des machins bidules. Ensuite, quand vous avez une ligne comme ça, comment on la brise? Eh bien vous la brisez en envoyant évidemment les unités de choc en première. Toujours. Voilà. Donc là pour l'instant je fais n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Parce qu'ils sont loin, c'est con. Deuxième astuce. Donc, deuxième astuce, avant l'engagement, vérifiez les déplacements des unités adverses. Il se peut que votre adversaire veuille venir vous chercher. Dans ces cas-là, mettez-vous juste hors de portée, à une case de distance de la zone limite, puisqu'il peut aller jusque là et frapper à côté. Et donc, vous voyez à peu près jusqu'où vous pouvez aller sans vous faire toucher. C'est recommandé de faire ça au maximum. Vous voyez ici, il faudrait que j'évite de me mettre là, donc je vais me mettre ici pour m'approcher. Voilà, hop, petit bouclier ici. Vous voyez donc que là, ils peuvent pas m'atteindre. Et moi, je peux pas les atteindre, sauf avec lui, puisque lui, il a la course rapide. Il va pouvoir aller les flinguer. Et c'est pareil pour les unités d'archers. Hein, vous allez les approcher de façon à ce qu'ils ne puissent pas être touchés par l'adversaire. Ah tiens, frappe, voilà. Voilà. Normalement, ici... Ah mince, j'ai mal calculé, mais grossièrement... Ouais, de toute façon, des piquiers qui attaquent tout seul, c'est la merde. Il va pas, on bougera pas, mais voilà. Vous avez compris l'idée. Et donc, pour briser les défenses, ce que je vous recommande, vous avez plusieurs techniques. Une des techniques principales, ça va être évidemment de charger. Donc, j'active l'effet. Et maintenant, j'ai assez de déplacement pour briser une riposte. On va essayer d'attaquer les unités qui donnent le plus de défense. Donc, lui, ça sert à rien, il va me bloquer ma charge. C'est pour ça que je l'ai mis devant. Donc je vais être obligé d'attaquer lui. Skronk. Voilà. Et maintenant que son mode défensif est brisé, je peux tenter des petites choses comme tenter de le frapper de loin. Pour tenter de l'égratigner. Je peux tenter, évidemment, ici j'ai un javelot qui défense fragmenté, donc qui fragmente la défense, qui réduit de 1 la défense. Je peux m'amuser, essayer de m'approcher ici pour hop, tirer mon javelot. Voilà. Défense renforcée supprimée, hein, donc j'en ai brisé qu'une, hein, mais il en a beaucoup trop, il en a encore 3, donc c'est pas hyper efficace. Les guerriers barbares ont la capacité de donner des coups de bouclier pour étourdir l'adversaire, ce qui peut être une excellente capacité d'engagement de combat. Donc c'est l'un des rares guerriers qui peut engager les combats d'ailleurs, avec les unités de choc, puisqu'il étourdit l'adversaire, ce qui est ma foi très fort. Bref, voilà, les lignes défensives... Comme ceci, c'est plutôt pas mal, c'est bien dégagé et ça protège bien. Un peu comme au Blood Bowl, hein, faut savoir se placer. Et pour engager des ennemis, les unités de choc, des guerriers qui ont la capacité d'étourdir, des magiciens qui ont la capacité de geler l'adversaire. Bref, vous trouvez un moyen d'affaiblir votre adversaire pour pouvoir ensuite lui rentrer dedans. Puisque si vous lui rentrez dedans tout de suite, bah lui va contre-attaquer en attaquant 3 fois, parce qu'il a 3 points d'action, etc., etc.
Voili, voilou. Je pense que j'ai fait le tour. C'était une assez longue vidéo, mais en même temps, les combats, c'est compliqué. La prochaine vidéo, je pense qu'on va pouvoir commencer les guides de faction. Ça pourrait être sympa. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. N'oubliez toujours pas de commenter, de liker, de partager. Je vous dis à plus à la prochaine. Ciao!